BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler d'assurance. C'était le bilan des assureurs. Aujourd'hui, bilan 2022, les assureurs qui doivent faire face à des risques sans précédent. Florence Lutzmann, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de France Assureurs. France Assureurs, c'est ce qui regroupe la fédération qui regroupe toutes les compagnies d'assurance et toutes les mutuelles. Donc, c'est dire si vous pesez lourd. Un bilan 2022, on le verra, qui est évidemment confronté à une facture très lourde sur les risques climatiques. D'abord, une petite question d'actualité. Est-ce qu'il y a des assureurs, des mutualistes qui font du koum-koum, comme on dit, qui devient une expression ou pas? Vous savez si vous avez des membres, des adhérents? Non, on n'est pas concerné. Vous n'êtes pas du tout concerné. Donc vous laissez ça aux banquiers. Alors, bilan 2022, s'il fallait le tirer, ça serait quoi? L'année 2022, c'est à l'évidence l'année de la montée de tous les risques. Rappelez-vous, en 2022, on a commencé avec une crise sanitaire, on a enchaîné avec une crise géopolitique, avec une crise économique, et par-dessus, une crise climatique. Parce que l'année 2022, véritablement, c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. Et ce qui nous a paru intéressant à nous assureurs, c'est, face à cette montée et cette accumulation surtout des risques, de voir comment les Français réagissaient. Et ce qui ressort d'une étude très très récente qu'on a publiée ce matin, c'est que 7 à 8 Français se voient aujourd'hui comme vulnérables par rapport à ces différents risques, que ce soit le risque économique, le risque géopolitique ou le risque climatique. Et dans ce contexte, ils attendent beaucoup des assureurs parce qu'ils pensent que les assureurs peuvent les aider sur ces différents risques et en particulier sur le climatique, sur la dépendance aussi et sur le cyberrisque. Quel est le premier risque qui est cité par les Français justement dans votre étude? Alors, le premier risque qui est cité, c'est le risque sur le vieillissement, la dépendance. Oui. Les Français sont très inquiets face à ce risque, ce risque pour eux-mêmes. Sans doute après la crise des EHPAD, on voit bien que ce n'est pas forcément la solution en tous les cas, pas pour l'instant. Et pour leurs proches également. Pour leurs proches, bien sûr. Oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors même que le pouvoir d'achat est sous pression depuis plus d'un an maintenant, ils n'envisagent pas de ne plus s'assurer. C'est-à-dire que face à l'ensemble de ces risques, ils continuent et ils veulent effectivement avoir des contrats qui les protègent contre les conséquences de ces risques. La facture climatique, je le disais, c'est 10 milliards 600 millions. Je crois que c'est pas sans précédent. Je crois qu'il y a 20 ans, il y avait aussi une facture extrêmement lourde. Qu'est-ce qui vous... Comment est-ce que ça va se répéter? Enfin, vous me direz, vous ne pouvez pas savoir anticiper. Vous n'êtes pas météorologue, Florence Lutzmann. Alors, vous savez, on a fait, c'est notre métier d'étudier les risques, de les projeter. Donc, on a fait une grande étude climat il y a à peu près un an de cela, pour justement essayer d'évaluer, alors avec des spécialistes, avec des météorologues, avec des économistes, l'impact que pourront avoir tous ces événements naturels sur les 30 prochaines années. Ce que nous dit cette étude, c'est qu'en cumulé sur les 30 prochaines années, le coût des événements climatiques pourrait doubler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Et à l'intérieur de tous ces risques climatiques, si j'isole la sécheresse, le coût cumulé de la sécheresse, il pourrait être multiplié par 3. Donc effectivement, je ne peux pas vous prédire le climat en 2023. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, 2022 est un pic, manifestement, en tout cas, on l'espère, mais quand même indicateur de tendances lourdes, qui sont des tendances que, de toute façon, on observe depuis un certain nombre d'années maintenant. Et enfin, vous venez de le découvrir un peu comme nous, enfin, du moins aujourd'hui, mais le plan sécheresse qu'a présenté tout à l'heure le président Emmanuel Macron, est-ce que vous dites au moins c'est déjà une prise de conscience qu'on attendait? Oui, alors cette prise de conscience, je crois que, et les sondages que nous faisons le montrent, les Français l'avaient déjà, c'est-à-dire qu'ils sont très conscients. D'ailleurs, l'an dernier, toutes les images qui ont circulé en boucle sur les télés leur ont montré l'impact de ce réchauffement climatique. Ils ont eux-mêmes été extrêmement touchés, puisqu'on a eu des orages de grêle. En fait, ce qu'il y a eu de plus exceptionnel, je dirais, en 2022, et qui explique presque la moitié de cette facture de 10,6 milliards que vous évoquez, ce sont les orages de grêle. On a une commune sur deux en France qui a été touchée par des orages de grêle, et des orages de grêle
sans précédent, c'est-à-dire qu'avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis, quand avant c'était plutôt une balle de ping-pong. Donc les Français sont très conscients. Maintenant, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer et pour faire de la prévention. Oui. Prévention, c'est intéressant, vous avez des propositions. Je voudrais juste citer un chiffre que j'ai relevé. 10 820, c'est le nombre de sinistres en habitation que vous avez à gérer par jour en 2022. Et là-dessus, il y en a 2550 qui sont liés à des événements climatiques. Hein. C'est dire l'importance que ça a. En plus, vous êtes confronté à l'explosion des coûts de réparation. On voit bien, on en parle tous les jours ici sur BFM Business, les matériaux coûtent de plus en plus cher, faire changer son pare-brise, ça coûte de plus en plus cher. Comment est-ce que vous pouvez essayer de lutter ou de parer ça? Parce qu'in fine, c'est les assureurs qui payent et puis derrière, ce sont nous, évidemment, avec les primes. Alors c'est effectivement un point sur lequel nous attirons l'attention des pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Si je prends l'exemple des coûts de la réparation automobile, par exemple, ils augmentent beaucoup plus vite que l'inflation, et ce, depuis pas mal d'années. Donc on a attiré l'attention de Bruno Le Maire, en particulier en septembre, quand on s'est réunis autour de lui, quand on a pris cet engagement de limiter l'augmentation des tarifs de l'assurance malgré cette inflation sur les coûts que vous avez cités. Eh bien, en réponse, on a également obtenu de Bruno Le Maire de lancer un certain nombre d'études sur le coût de la réparation. Et il y a des choses très concrètes. Alors allons-y, parce qu'on est tous concernés, Florence Lussmann. On est tous concernés, et qu'on ait ou non d'ailleurs un sinistre automobile, parce que vous faites aussi réparer votre voiture ou vous la faites entretenir en dehors de tout sinistre d'assurance. Donc il y a une première chose qui vise à développer les filières de réemploi. Ça veut dire quoi? Filière de réemploi, eh bien, c'est de pouvoir utiliser dans la réparation automobile des pièces d'occasion, des pièces qu'on a récupérées. Ça, c'est ce que demande beaucoup, et c'est ce qu'a fait, du reste, l'autorité de la concurrence. Alors, c'est déjà mis en œuvre. On a à peu près 11,5% des réparations en France qui utilisent au moins une pièce de réemploi, une pièce d'occasion. J'ai envie de dire seulement 11%. Oui, mais alors, quand les gens font appel à des pièces de réemploi, eh bien, ils sont très, très satisfaits. Ils sont satisfaits à 97%. Maintenant, il faut organiser ces filières, et c'est un enjeu sur lequel nous travaillons avec Bercy. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi casser un peu les monopoles sur certains matériaux? Alors, vous me faites plaisir, Edwige. Oui, il y a un monopole encore en France sur les pièces visibles. Alors en fait, ce monopole, il était... C'est quoi les pièces visibles? Les pièces visibles, c'est les pièces de carrosserie, c'est l'optique de phare, par exemple. Donc ces pièces en France, et on est quasiment le seul pays européen à les protéger de cette façon, elles étaient protégées pendant 25 ans. On a réduit, maintenant c'est 10 ans depuis le début de cette année, mais c'est encore beaucoup trop. Et nous, on demande de réduire cette période à 5 ans, voire à 3 ans. Parce que quand on compare les prix entre les prix en France de ces pièces visibles, les prix dans d'autres pays européens, on a des différences de prix qui peuvent aller jusqu'à 50%. Donc là, on peut agir, on a un levier. Et si on rentre dans le concret, on peut faire des choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi qui est portée par Sandrine Rousseau, qui veut renverser la charge de la preuve, en disant si on renverse la charge de la preuve, ça veut dire qu'en cas d'arrêté de catastrophe naturelle, tous les dommages au bâti sont réputés être la conséquence de la sécheresse. Ça serait beaucoup mieux pour les assurés, peut-être pas pour vous. Alors, il y a beaucoup de choses dans les propositions que fait cette députée. Il y a d'ailleurs un certain nombre de points qui ont déjà été pris en compte dans la loi Baudu et les nouvelles réglementations sur l'indemnisation de la sécheresse. En particulier, le fait que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait parfois un arrêté CatNat qui pouvait couvrir une partie un trottoir d'une rue, mais pas le trottoir d'en face. Donc il y avait des choses qui quand même choquaient nos concitoyens et qu'ils ne comprenaient pas. Donc il y a un certain nombre d'avancées qui ont déjà finalement été faites. Après, elle propose également de questionner le coût de cette couverture CatNat. Il faut quand même toujours se rappeler qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir ce régime de catastrophes naturelles qui couvre contre les conséquences des catastrophes, moyennant une prime qui est à peu près de 25 € par an et par foyer. Et donc ce qu'elle dit, c'est que peut-être qu'il faut songer à augmenter progressivement de quelques euros, parce que l'important, c'est de
restaurer l'équilibre financier de ce régime. D'accord, donc ce que vous demandez, en fait, c'est une hausse des primes. Non, alors le point, d'ailleurs c'est pas moi qui le décide, hein, c'est l'État qui décide du taux de surprime catastrophe naturelle. Alors par contre, sa troisième proposition, qui est celle à laquelle vous avez fait référence, là je pense qu'elle est excessivement dangereuse. Parce que toute l'expérience montre qu'effectivement il y a des dommages au bâti, des fissures qui apparaissent et qui sont liées directement à la sécheresse, mais il y a d'autres causes. Il y a aussi l'entretien du bâtiment, il y a la ça vous y êtes opposé. Et donc, effectivement, on pense que c'est très dangereux pour l'équilibre futur du régime et donc la protection de nos assurés. Ben écoutez, là, c'est en discussion. Ça a été passé en commission à l'Assemblée et j'imagine que le texte va suivre son chemin. Justement, si on parle de hausse des primes à l'instant, donc vous, ce que vous demandez, c'est une hausse de cette fameuse prime CatNat, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pas vous qui l'a fixée. Hein. Non. Mais vous demandez une hausse, pour l'instant elle est de 25 €. Vous demandez une hausse de combien et quel impact sur nos primes? Alors, nous n'articulons pas de demande spécifique, puisque ça, c'est au gouvernement de le décider, à Bercy en particulier. Mais pour équilibrer, vous pensez, il faudrait... Non. En fait, il y a un premier facteur dont il faut tenir compte, c'est la prévention. Oui. D'ailleurs, nous avons sorti un petit guide, 15 réflexes pour bien s'assurer contre les aléas naturels. Nous pensons qu'on peut encore faire beaucoup pour améliorer la prévention des événements naturels, la conduite à tenir, la protection des biens, parce que le meilleur sinistre, c'est évidemment celui. Voilà, mais une fois que mais donc il y a une marge de manœuvre. Non, mais sur l'équilibre financier, aujourd'hui, il faut s'en préoccuper. Vous avez raison, mais il y a un premier levier qui est le levier de la prévention. Oui, bien sûr. Premier levier, on a bien compris. Il y a aussi des mesures à faire sur la réparation pour que ça coûte moins cher. Oui. Mais in fine, donc, vous ne voulez pas vous prononcer sur de combien il faudrait augmenter cette prime CatNat, comme on dit, catastrophe naturelle. Oui. Les primes, nos primes, celles que nous versons aux assureurs, à sa compagnie d'assurance ou à sa mutuelle, elles là, vous les avez augmentées que de 1,6%, alors que l'inflation était portée à 5,2%. Nous sommes en 2022. Oui. C'était le pack inflation que vous avez fait avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Ce pack inflation, est-ce qu'il va être renouvelé pour 2023 ? Alors, ce pack inflation, il court sur 2 ans en moyenne. D'accord. Et de toute façon, il y a des impacts qui vont dans 2 sens différents sur les prix de l'assurance. D'un côté, il y a évidemment le coût du risque, on en a parlé. S'il y a plus d'événements, si la réparation coûte plus cher, évidemment, ça va mais est-ce qu'on y est sur les tarifs. Oui. Mais en même temps, il y a quand même l'effet de la concurrence qui est extrêmement vive sur notre marché, ce qui fait que là, par contre, ça appuie sur les tarifs. Donc, au total, c'est la raison pour laquelle, et conformément à l'engagement qu'on a pris, on est encore aujourd'hui sur des hausses qui sont extrêmement modérées. En moyenne, 1,6% sur 2023, c'est ce que vous nous dites. Sur 23, on ne s'est pas engagé sur le chiffre, on s'est engagé par rapport à l'indice INSEE. Donc c'est l'indice INSEE c'est l'INSEE qui calcule l'augmentation des tarifs de l'assurance. Vous pensez qu'on aura sans doute une hausse de primes en 2023 ? Moi, en tant que fédération, vous laissez à vos adhérents. Les tarifs ne sont pas dans mon champ, et même le droit de la concurrence m'interdit de m'intéresser aux tarifs. Donc, on ne parle pas de tarifs entre les fédération. Entre les uns et les autres. Alors maintenant, l'impact, j'en ai parlé évidemment avec Philippe Brassa, qui était à ce même micro, le directeur du Crédit Agricole, président de la Fédération bancaire française. Les banques sont impactées d'une manière très forte par la hausse des taux. Vous, les assureurs, est-ce qu'on dit aussi que vous êtes presque les plus touchés par cette hausse des taux? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, nous sommes impactés, mais je vous rappelle que nous attendions cette hausse des taux. Nous avons, pendant des années, expliqué à quel point les taux négatifs ou les taux très très bas étaient délétères pour notre activité. Donc c'est pas maintenant qu'ils sont remontés que je vais me plaindre en disant non maintenant. Oui, mais certaines compagnies, des petites compagnies d'assurance vie peuvent être touchées justement parce que. Non. On a les chiffres au niveau du marché. L'assurance vie française est extrêmement solide. On a effectivement. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque sur l'assurance vie. Et d'ailleurs. D'accord. Non, mais ça porte à dire. Que ce soit en 2022 ou quand on regarde les 2 premiers mois de l'année 2023, l'assurance vie est toujours le placement préféré des Français. Oui.
En Oui, 2022... Il y a un petit bug. Enfin, non, il n'y a pas de bug. On a une collecte nette très positive à 14 milliards en 2022, qui continue à augmenter sur le mois de janvier et sur le mois de février. Et quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on voit que l'augmentation très forte du livret A s'est faite non pas aux dépens de l'assurance vie, mais elle c'est un s'est petit faite match. transfert. Il y a malgré tout, je sais que vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais il y a un petit match. Il y a un petit match entre le livret A, le LMD et l'assurance vie. Non, il n'y a pas de match. Les Français ont les chiffres le prouvent. L'assurance vie, c'est à 2%, quoi, le rendement moyen, c'est ça? Sur les contrats en euros, mais la moyenne du livret A sur 2022, c'était 1,4%. Donc, de toute façon, on est au-dessus. Et moi, je regarde les décisions des Français. Ce qu'on voit, c'est que l'encours et les cotisations ont encore augmenté sur les 2 premiers mois, janvier et février, de 2023. Donc la confiance est là, les gens continuent à investir. Maintenant, à côté, ils désinvestissent des dépôts bancaires ou de livrets bancaires pour les mettre sur le livret A. Et si le livret A atteint 3%, là, pour vous, pour le coup, c'est un vrai danger. Non, mais après, on verra sur l'année 2023 quelle est la politique des assureurs en matière de rémunération de l'assurance vie. Mais je vous dis, l'assurance vie est solide. Les ratios de solvabilité sont au plus haut, 2,5 fois l'exigence réglementaire. Le marché français de l'assurance vie est robuste. Un mot sur cette... Il y a une autre proposition de loi qui s'appelle la loi Husson, qui porte la transférabilité des contrats d'assurance vie, justement. Il y avait la transférabilité pour les contrats d'assurance emprunteur. Là, cette fois-ci, c'est sur les contrats d'assurance vie. Vous, en tant que patronne de la fédération, vous criez au loup. Pourquoi ? Alors, je réagis très vivement parce que c'est vraiment l'exemple de la fausse bonne idée. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Si les gens peuvent en fait sortir de leur contrat pour resouscrire un autre contrat chez un autre assureur, ça veut dire que la durée moyenne des contrats, qui est aujourd'hui de 13 années, elle va se réduire. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que les gens vont changer. Donc moi, si les contrats ils durent plus 13 ans, mais beaucoup moins, ça veut dire que les assureurs vont placer sur une durée plus courte et de façon évidemment moins risquée. Donc ça va avoir un impact sur l'espérance de rendement de votre contrat. Donc vous serez perdante en tant qu'assurée parce que vous aurez moins de rendement. Et puis il y a une deuxième très très grande perdante, c'est l'économie. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs sont les grands financeurs de l'économie des entreprises. 62% de nos placements sont investis à long terme dans les entreprises. C'est ce qui fait fonctionner l'économie. Mais là, c'est pareil. Si on doit réduire l'horizon de nos placements, eh bien, on pourra beaucoup moins contribuer au développement de l'économie. Pardonnez-moi. Donc, c'est vraiment une très, très mauvaise idée. Je vais faire un peu de provocation. On s'en souvient qu'au moment de la transférabilité des contrats de l'assurance emprunteur, vous nous aviez expliqué que ça allait être la catastrophe, et c'est pour les assureurs et les compagnies d'assurance. Ça n'a pas du tout été la catastrophe pour vous. Oui, mais alors, si ce n'est pas la catastrophe, pourquoi doit-on le faire ? Je rappelle que les Français peuvent déjà transférer leur contrat chez le même assureur. Et d'ailleurs, effectivement, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, ils sont quasiment 1 million à avoir transféré leur contrat au sein du même assureur. Donc, il y a des mouvements sur le marché et tout ça fonctionne très bien. Le sujet, c'est que les gens le fassent de façon exponentielle ou pas, les assureurs seront obligés instantanément d'ajuster leur politique de placement. Parce que sinon, ils se mettent en risque, vous voyez ? Donc, à la limite, que les gens le fassent jouer ou pas, les deux effets que je viens de vous décrire, à savoir la baisse du rendement pour les assurés et surtout notre moindre capacité à financer l'économie à long terme, ces deux effets-là, moi, je vous les garantis, ils vont se produire. Donc, c'est vraiment une très, très, très mauvaise idée. Il nous reste 3 minutes, juste encore. 2023, ça se présente comment pour vous ? Là, vous avez fait le bilan 2022, Florence Lutzmann. Comment est-ce que vous voyez 2023 ? 2023, c'est une année qui va poursuivre les tendances de 2022. Donc, effectivement, on va être extrêmement vigilant sur la sinistralité et sur le coût des sinistres, parce que l'inflation est encore extrêmement forte. Donc, il faut qu'on continue
à travailler ce sujet, travailler entre nous, travailler avec Oui. et avec Oui, mais les vous êtes pouvoirs inquiet, publics. vous êtes vigilante, vous êtes prudente. On est prudent et vigilant, mais on est à la manœuvre pour aider nos concitoyens, pour les protéger contre les risques. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure dans notre sondage. Alors, à propos des les risques. Français nous attendent et nous, on répond présent. À propos de risques, vous avez identifié justement comme le principal risque pour vous, c'est la protection des données. C'est les cyberattaques. On en parle tout le temps en ce moment, du reste. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance ou de mutuelles qui ont subi des cyberattaques? Non, il n'y a pas énormément de compagnies d'assurance. Là, quand on parle des risques, c'est plutôt les risques pour l'ensemble des entreprises. Oui. Et ce qu'on sait, c'est que, par exemple, l'an dernier, il y a quand même 40% des entreprises de notre tissu économique qui ont subi une attaque réussie. Oui, mais justement, les C'est-à-dire entreprises qu'il y a eu d'assurance, les un compagnies impact. d'assurance ou les mutuelles. C'est vous qui avez nos données de santé, vous avez beaucoup de données. Mais on n'a pas eu de faille de sécurité sur D'accord. les données des assurés. Ouais. Non. Donc ça, vous pouvez nous assurer. Absolument. Qu'est-ce que vous faites? Et on les protège. On travaille avec la CNIL depuis très longtemps. Vous savez, déjà en 2014, on a rédigé avec l'aide de la CNIL Parce qu'il y a des données qui avaient été piratées. Il y a des données qui ont été piratées sur certains comptes, justement. Sur ces données de nos assurés, nous sommes extrêmement vigilants et de longue date, puisque je vous dis, on travaille le sujet avec les autorités, avec la CNIL depuis 2014. Ouais, mais c'est un gros dossier pour vous. Mais c'est un gros dossier pour nous comme pour tout le tissu économique français. Oui, mais comme vous êtes là en face de moi, on parle Vous avez d'assurance. raison. Les PME, on leur pose la question ou les entreprises quand Mais nous, on les a en les face de assure. nous. Donc, si vous voulez, on a une vue aussi sur le marché des PME qui sont encore aujourd'hui très très peu assurées, contrairement aux grands groupes. Merci beaucoup. Oui, ça c'est vrai que c'est le risque d'assurance. Ça c'est aussi important de le souligner. Vous avez raison. Merci Florence Lutzmann d'avoir été avec nous. La présidente de France Assureur, puisque c'est comme ça que maintenant s'appelle votre fédération. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview.